En 1980, Arnie Cheyenne Jansen et Debbie Glatzel étaient fiancés et ils espéraient se marier à l'automne. Ils avaient déjà trouvé leur future maison, un petit ranch jaune au volet vert olive, perdu dans les bois, sur la vieille route d'Ownesville, près de Brookfield, en Connecticut. La propriété possédait un puits dans son arrière-cour, un détail anodin qui allait avoir son importance. Le 3 juillet, ils décidèrent d'aller nettoyer la maison. Ils demandèrent aux 3 petits frères de Debbie, qui étaient âgés de 11 à 14 ans, de venir les aider. Un matelas à eau avait été abandonné dans la plus grande des chambres et, pendant un moment, ils s'amusèrent à se coucher dessus, riant comme des enfants de l'étrangeté de sa surface ondulée. Seul David, un jeune garçon de 11 ans aux cheveux en désordre, ne voulut pas essayer. Pour une obscure raison, l'objet le mettait mal à l'aise. Debbie tendit ensuite un balai à chacun de ses frères et tout le monde se mit au travail. David balayait le plancher de la grande chambre, seul dans la pièce, quand soudain un vieil homme vêtu d'une chemise à carreaux et d'un jean apparut devant lui et le poussant violemment en arrière, lui dit de se méfier. Sous le choc, il s'effondra sur le matelas à eau, puis l'homme disparut comme il était venu. Et horrifié, le garçon sortit de la maison en courant. Quelques minutes plus tard, Debbie et Arnie remarquèrent qu'il les attendait près de la voiture, et pensant qu'il avait la flemme de travailler, ils ne lui firent aucune remarque. En fin d'après-midi, le petit groupe retourna chez les parents de Debbie, où le jeune couple habitait en attendant de s'installer dans leur propre maison. Judy, la mère de Debbie, était femme au foyer. Elle avait 45 ans et elle était mariée à Carl, lequel travaillait comme mécanicien. Lors du repas du soir, David expliqua à sa famille qu'un vieil homme lui était apparu et qu'il l'avait menacé, mais personne ne le crut. Au cours de la nuit, le garçon se mit à crier et ses parents le retrouvèrent en larmes. Il leur raconta que le vieil homme était venu dans sa chambre sous la forme d'une horrible bête, à la peau noire, comme brûlée, à la tête allongée, aux grands yeux sombres, aux dents acérées, aux oreilles pointues et aux pieds de cerf. Judy crut instantanément son fils. Elle avait lu des articles sur le surnaturel. Elle avait écouté une conférence des Warren et elle pensait qu'il avait vu un fantôme. Tout au long de la nuit, des bruits étranges résonnèrent dans la maison qui furent attribués par la famille au vent ou à des rongeurs dans le grenier. Cependant, le lendemain matin, David affirma que l'homme était revenu et qu'il l'avait battu. Les jours suivants, la maison devint le théâtre de phénomènes plus effrayants encore. La nuit, David se tordait sur son lit criant des obscénités pendant des heures. Des mains invisibles le tiraient par les pieds. Elles l'étranglaient et il hurlait de douleur sous des coups de couteau invisibles. Il disait que l'homme, que lui seul voyait, parlait en latin et qu'il voulait son âme. Il répétait sans arrêt qu'il venait pour lui, et rien ne pouvait le calmer. Parfois, il devenait violent et agressait sa mère. Il lui crachait dessus, la frappait, et à une occasion, il tenta même de l'attaquer avec un couteau. Ses parents s'étaient résolus à dormir en journée. La nuit, ils veillaient leur fils qui luttait contre l'homme qu'ils avaient fini par appeler la bête, et ils tentaient de maintenir son corps parcouru de spasmes et de convulsions rapides sur son lit. Alors, comme la situation devenait de plus en plus difficile à gérer, Judith, Debbie et Arnie, qui pensaient que David était victime d'un esprit maléfique, demandèrent de l'aide à l'église catholique. Son père et son grand frère, Carl Jr., qui était alors âgé de 14 ans, disaient qu'ils étaient tous devenus fous, et que David avait plus besoin de soins psychiatriques que d'un ecclésiastique. Carl Jr. se montrait agressif, il se moquait souvent de sa mère, de son frère, de sa sœur et de son beau-frère, qui étaient assez naïfs pour croire en de telles sornettes. Le lendemain, un prêtre de l'église de Saint-Joseph procéda à une bénédiction de la maison, mais ce fut en vain. Il estimait qu'une créature démoniaque tourmentait David, mais il ne voulait pas tenter d'exorcisme en raison de son mauvais état de santé. Pensant qu'il pourrait les aider, il leur conseilla de contacter les Warren, qui étaient réputés pour leur intervention dans ce genre de domaine. 2 semaines à peine après le premier incident, Ed et Lauren se présentèrent au domicile de la famille Gratzel en compagnie d'un médecin de Bridgeport, le docteur Anthony Giangrasso. Mais quand il apprit le motif de leur visite, Carl tenta de les dissuader de rentrer, affirmant que tous les membres de sa famille étaient devenus fous. Judy les accueillit avec soulagement, puis elle leur présenta David, et Ed commença à le questionner. Ed interrogeait le garçon quand Lauren remarqua une forme brumeuse obscure près de lui. Elle comprit qu'ils avaient affaire à quelque chose de maléfique. L'enfant se plaignait que des mains invisibles frappaient et l'étouffaient,
et les marques rouges sur son corps semblaient confirmer ses dires. Judy, sa fille et son beau-fils témoignèrent de l'authenticité de l'histoire de David, expliquant l'avoir vu se débattre alors qu'il était battu et étranglé par une présence invisible qui laissait parfois des traces rouges autour de son cou. Après avoir longuement interrogé tous les membres de la famille, Ed et Lorraine conclurent que le garçon était possédé par plusieurs démons, dont la fameuse bête, qui semblait d'une rare puissance et dont l'emprise progressait rapidement. Au cours des jours suivants, l'état de David s'aggrava un peu plus encore. Il disait voir des fantômes et des démons. Il grognait, sifflait et citait des passages de la Bible ou du poème Le Paradis perdu d'une voix gutturale, qui ne ressemblait en rien à la sienne. Durant cette période, Ed et Lorraine visitèrent la famille à plusieurs reprises, et ils furent témoins de nombreux phénomènes inexplicables. Des objets lévitaient, le rocking chair volait dans les airs, des livres changeaient mystérieusement de place, de petits dinosaures en plastique marchaient tout seuls, et des moules à gâteaux s'envolaient tout droit vers le plafond pour y laisser leur empreinte collante. Un soir, l'un des frères de David répondit au téléphone, et une voix lui dit de se méfier. Une nuit, une main verte s'extirpa du plancher pour attaquer Debbie, qui était alors dans son lit. À une autre occasion, elle aperçut la créature, celle qu'ils appelaient la bête. J'ai vu un visage avec des dents déchiquetées et des yeux noirs comme du charbon. Il avait des cornes et des oreilles pointues. Des lumières clignotantes sont apparues sur le mur, puis j'ai entendu ma mère, et Cheyenne m'a appelé par mon nom. Un exorcisme mineur fut alors effectué par 4 prêtres du diocèse de Bridgeport. Ils demandèrent à David combien de démons résidaient à l'intérieur de son corps, et l'enfant commença à réciter une liste de 43 noms. Durant tout le rituel, il parla d'assassinat, de coups de couteau, et les Warren comprirent qu'ils étaient assis sur un baril de poudre. Des marques rouges apparaissaient sur sa peau, il lévitait et à un certain moment il s'arrêta même de respirer. L'exorcisme fut alors interrompu, et pendant un moment, tout le monde le crut perdu. Après l'échec de cette première tentative, 3 autres exorcismes furent réalisés sans plus de succès. Interrogé par la presse, Nicolas Grieco, le directeur des communications du diocèse de Bridgeport, déclara qu'aucun exorcisme formel n'avait été pratiqué par l'Église car la famille avait refusé de consulter un psychiatre. En réalité, Judy Glatzel avait bien amené David voir un psychiatre à Bridgeport. Il lui avait fait payer $75 pour 1 heure de consultation, puis il lui avait annoncé que, la prochaine fois, il voulait voir toute la famille, et elle avait décidé d'arrêter là. Les prêtres qui avaient participé à l'exorcisme ne firent aucun commentaire, et 3 furent transférés dans d'autres paroisses. En octobre 1980, Ed et Lorraine Warren téléphonèrent à la police de Brookfield pour les avertir que la situation devenait dangereuse. Arnie Cheyenne Johnson, le petit ami de Debbie, était un jeune homme poli, gentil et travailleur. Lors des différents exorcismes, Arnie avait provoqué continuellement les démons, leur demandant de prendre son corps plutôt que celui de David. « Prenez-moi à sa place !» leur criait-il sans cesse. Les Warren lui avaient conseillé à plusieurs reprises de faire attention, mais il n'en avait tenu aucun compte. Un jour, alors qu'il venait de voir David se faire battre cruellement, Arnie menaça l'esprit des pires représailles. Quelques jours plus tard, il roulait vers un grand magasin quand soudain sa voiture devint incontrôlable. Paniqué, il voulut sauter du véhicule, mais sa portière refusa de s'ouvrir, et il fonça tout droit dans un peuplier. Au moment de l'impact, il vit un démon qui ressemblait exactement au diable, monter dans l'arbre et disparaître. La voiture fut gravement endommagée, mais le jeune homme en sortit indemne. Peu de temps après, David lui avoua avoir vu la bête émerger du puits derrière leur maison, et pensant que le démon s'y dissimulait, Arnie décida de se confronter à lui. Avant de se rendre sur place, il parla de son projet à un exorciste et aux Warren, lesquels le mirent en garde, mais il refusa de les écouter. Personne ne sut jamais vraiment ce qui s'était passé dans l'arrière-cour de la maison. Arnie se souvenait avoir trouvé le démon et avoir longuement regardé au fond de ses yeux noirs, mais il ne se souvenait plus de la suite. À cette même époque, Judy et Carl Glatzel consultèrent un psychiatre pour leur fils. Depuis le mois de novembre, David, qui avait pourtant été jugé normal par son médecin de famille, avait été placé dans une école privée pour enfants perturbés à cause d'un léger handicap d'apprentissage. Mais son état continuait à s'aggraver et la situation devenait tellement pénible que Debbie et Arnie décidèrent de quitter la maison. Debbie avait été embauchée comme toiletteuse pour chiens au Brookfield Pet Motel.
son employeur, Alan Bono, avait mis un appartement à sa disposition dans lequel ils s'installèrent. Tout au long de sa vie, Arnie, qui était alors âgé de 19 ans, avait toujours eu un comportement exemplaire et sa réputation était excellente. Il n'avait jamais eu de problème avec la loi, jouait au baseball et chantait dans la chorale de l'église. Il avait arrêté l'école prématurément pour aider financièrement sa famille. Il avait remporté des prix comme livreur de journaux et à Noël, il avait même acheté une vieille voiture à sa mère pour qu'elle n'ait pas à se rendre au travail à pied. Debbie l'avait toujours trouvé parfait, mais après leur déménagement, il commença à changer. Parfois, il tombait dans des sortes de transes. Il grognait, disait voir la bête, puis brusquement, il se réveillait sans se souvenir de rien. Exactement comme David. Le 16 février 1981, Arnie Johnson appela le Tree Service Wright pour signaler qu'il était malade et qu'il ne viendrait pas travailler. Debbie partit au chenil de Brookfield comme à son habitude, mais en fin de matinée, Arnie, ses deux belles-sœurs Wenda et Janice et leur cousine Vanda vinrent la visiter. Leurs fillettes, qui étaient respectivement âgées de 15, 13 et 9 ans, avaient demandé à Arnie de les amener voir Debbie toiletter les chiens, et il n'avait pas pu leur refuser ce petit plaisir. À midi, Alan Bono, le gestionnaire de l'établissement, les invita tous à manger au bar du coin, dans un petit centre commercial. Il but quelques verres de vin rouge, raconta de vieilles blagues, et Arnie et Debbie l'écoutèrent, fascinés. Alan avait 40 ans, et il n'habitait pas Brookfield depuis très longtemps. Sa sœur était propriétaire des chenils, et elle lui avait demandé de venir s'en occuper. Il aimait parler de lui-même, des choses qu'il avait faites, des lieux qu'il avait vus. Et pour Debbie et Arnie, qui avaient passé toute leur vie dans une petite ville et avaient connu des moments difficiles, sa vie semblait passionnante et aventureuse. Après le déjeuner, ils retournèrent au chenil. L'après-midi s'écoula sans incident notable, puis Alan voulut écouter de la musique sur la stéréo qu'Arnie lui avait réparée. Mais il mit le son tellement fort qu'il devint rapidement pénible. Debbie, qui sentait une étrange tension dans l'air, proposa alors aux filles de sortir acheter une pizza. Mais en chemin, elle leur demanda de se dépêcher, leur expliquant qu'il allait y avoir du grabuge. À leur retour, Alan leur proposa de monter à l'étage, dans son appartement au-dessus du salon de toilettage. Il alluma la télévision, en augmenta considérablement le volume, puis il commença à frapper la paume de sa main de son poing, encore et encore. Debbie proposa alors de partir, et tout le monde suivit son conseil, mais comme Marie passait la porte, soudain, Alan l'attrapa, et il refusa de la lâcher. À ce moment-là, Arnie, qui était déjà dans la rue, revint sur ses pas pour lui demander de relâcher la petite fille, et Marie courut jusqu'à la voiture. Debbie se tenait entre les deux hommes, et Vanda s'accrochait au bras de son frère, dont le corps était dur comme de la pierre, quand soudain, il se mit à grogner, comme un animal, puis un flash lumineux éclaira brièvement l'air, et regardant droit devant lui, Arnie se mit à marcher vers les bois. Alan frappa une nouvelle fois la paume de sa main de son poing, puis brusquement, il s'effondra face contre terre. 4 ou 5 énormes plaies décoraient sa poitrine, dont une s'étalait de l'estomac à la base de son cœur. Près de son corps gisait l'arme qu'Arnie Johnson portait toujours sur lui, un couteau pourvu d'une lame de 13 cm. Quelques heures plus tard, Alan décéda de ses blessures. Arnie fut découvert à 3 km de là et fut incarcéré au centre correctionnel de Bridgeport. Le lendemain, Lauren téléphona à la police de Brookfield pour leur expliquer que le jeune homme était possédé et Arnie fut libéré sous caution contre la somme de 125 000 $. Les jours suivants, les Warren racontèrent leur version de l'histoire à la presse, clamant l'innocence d'Arnie Johnson et soutenant qu'il se trouvait sous emprise démoniaque au moment des faits. Martin Minella, l'avocat d'Arnie Johnson, déclara qu'il recevait des appels du monde entier et qu'il était tellement célèbre que des passants des rues de Londres l'avaient reconnu lors de son voyage en Angleterre. Maître Minella, qui pensait plaider la possession démoniaque, s'était rendu en Europe pour y rencontrer des avocats londoniens qui avaient défendu des thèses similaires, et comme les prêtres impliqués semblaient réticents à l'idée de témoigner, il avait menacé de les assigner en justice s'ils s'obstinaient à refuser. Le procès se déroula à Danbury le 28 octobre 1981.
Maître Minella cita 2 affaires judiciaires britanniques qui avaient permis une défense fondée sur la possession démoniaque. Mais le juge Robert Callahan refusa la tactique, déclarant que de telles affirmations ne pouvaient pas être scientifiquement ou objectivement prouvées. Alors, comme l'avocat ne pouvait pas plaider la possession démoniaque, comme il l'avait initialement prévu, il dut se rabattre sur la légitime défense, et le jury n'entendit jamais parler de sa théorie. La délibération dura une quinzaine d'heures, et elle s'étala sur plus de 3 jours. Le 24 novembre 1981, Arnie Johnson fut condamné à une peine allant de 10 à 20 ans de prison pour homicide involontaire au premier degré. Finalement, il ne passa que 5 ans de prison avant d'être libéré pour bonne conduite. Après avoir purgé sa peine, il épousa Debbie, qui l'avait attendu. En 1983, l'affaire inspira un téléfilm, Le procès du démon, ou The Demon Murder Case, et la même année, Gerald Brittle écrivait un livre sur l'histoire, en collaboration avec Lorraine Warren, The Devil in Connecticut, dont les bénéfices furent partagés avec la famille Gretzel qui reçut $2000 de l'éditeur. Lors de la réédition de ce livre en 2006, 2 des fils des Gretzel, Carl Jr. et David, poursuivirent les différents auteurs et leur éditeur pour violation du droit à la vie privée, diffamation et affliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Carl Gretzel Jr. déclara que la possession était un canular inventé par Ed et Lorraine Warren, qui avaient exploité sa famille et la maladie mentale de son frère, que l'auteur le présentait comme un homme méchant, car il ne croyait pas aux phénomènes surnaturels, et qu'il l'accusait d'avoir commis des actes criminels et abusifs envers sa famille et d'autres personnes. Il affirma également que les Warren leur avaient dit que l'histoire ferait d'eux des millionnaires, et qu'elle aiderait Arnie Johnson à sortir de prison. Par la suite, il écrivit lui aussi un livre, Alone Through the Valley, où il livrait sa version des événements. Lorraine Warren défend toujours le travail effectué avec la famille de David. Elle affirme que les 6 prêtres impliqués dans l'incident avaient convenu à l'époque que le garçon était véritablement possédé et que tous les phénomènes rapportés étaient réels. Gerald Brittle, l'auteur du livre de 1983, a expliqué que la famille voulait que leur histoire soit racontée et qu'ils possédaient toujours les vidéos de leurs 100 heures d'entretien. De plus, ils avaient signé l'ouvrage avant qu'il soit mis sous presse et ils en connaissaient le contenu. Arnie Johnson et sa femme Debbie pensent que la possession démoniaque était réelle et ils estiment que ceux qui ont porté plainte l'ont fait pour de l'argent. Si vous voulez toutefois en savoir plus sur cette terrible affaire, toute l'histoire a été retracée en 2006 dans un épisode de la série A Haunting, Where Demons Dwell.